territoriale. Mon intervention, en fait, s'inscrit dans la suite logique de son exposé. Effectivement, l'État marocain a découvert tardivement, ces dernières années que les territoires pouvaient être intelligents. Et donc, ils devaient être à leur écoute. Ce qui fait que depuis quelques années, il ne se passe pratiquement pas une semaine, pas un mois, sans qu'il y ait un événement scientifique, un colloque, une table ronde, un séminaire, une conférence, qui porte sur un thème qui se rapporte à la question de l'aménagement du développement territorial. Sans oublier que plusieurs universités marocaines aussi se sont appropriées en fait ce thème en mettant en place des formations dédiées, des masters par exemple, des licences professionnelles, etc., dédiées à la question de l'ingénierie territoriale d'une manière générale. Alors, il faut dire que le débat autour de la question de l'aménagement, du développement territorial, des territoires d'une manière générale, est dicté en fait par un contexte national, tout d'abord marqué par une donne fondamentale, une donne géographique et une donne historique. Géographiquement parlant, le Maroc est un pays extrêmement contrasté. C'est un pays à géographie difficile. C'est un pays où le désert, les espaces arides, semi-arides, occupent pratiquement 70-80% de son territoire. Ajoutant à cela, bien sûr, la montagne. C'est un pays, le Maroc est un pays de haute montagne également. Ce qui fait que la région des plaines voilà, les plaines et les plateaux du Maroc, enfin les terres les plus fertiles sont concentrées entre la chaîne atlantique et l'océan Atlantique. Alors pratiquement 80% de la population marocaine est concentrée dans cette région. Donc, déjà un problème de répartition de la population. Dans les zones, sur les montagnes et dans les régions sahariennes, la densité atteint rarement une personne, un habitant au kilomètre carré. Ça, c'est une donne fondamentale. Également, la question de l'eau, autant la géographie physique que la présence des ressources en eau conditionne le peuplement et les activités économiques. Alors, deuxième donne, c'est une donne historique. Le Maroc a hérité en quelque sorte de la colonisation un territoire complètement littoralisé. Vous savez, à l'origine, les Marocains ont toujours été un peuple continental. Les gens ont toujours vécu à l'intérieur du pays. Et ce qui fait que le littoral était très peu habité. Normal parce que la majorité, il faut dire qu'une bonne partie de la population marocaine, jusqu'à la fin du 19e siècle, était une population nomade qui se déplaçait à l'intérieur du pays et même dans toute la région de l'Afrique du Nord. Alors, il fallait attendre la colonisation pour voir le centre de gravité du Maroc se déplacer du centre vers la côte atlantique. Le Maroc a toujours été commandé par une ville, par une capitale de l'intérieur, Fès ou Marrakech en alternance. Il fallait attendre 1912, l'installation du protectorat, pour voir la capitale administrative se déplacer sur Rabat et voir une capitale économique se créer au niveau de Casablanca. Et donc, il s'en est suivi un phénomène de littoralisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une tendance, depuis cette date, il y a une tendance à la concentration de la population et des activités économiques sur le littoral, principalement sur le littoral atlantique, et plus particulièrement sur une bande littorale qui va de Kénitra jusqu'à Casablanca et Djedida, qui couvre à peu près 130-150 km. Donc c'est une situation, je dirais, anormale,
imposée tant par la géographie, mais aussi héritée par la colonisation. Deux faits majeurs également. Le renouveau de la politique d'aménagement du territoire et l'émergence de politiques publiques territorialisées. Le Maroc, peut-être sur le plan du discours, fait partie des premiers pays à utiliser le concept aménagement du territoire. Déjà en 1968, dans le premier plan de développement économique, on a parlé d'aménagement du territoire qui était défini plutôt comme une politique visant à rééquilibrer le territoire national. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, pratiquement 50-60% des richesses du pays sont concentrées sur une petite région au détriment du reste du pays. Et donc l'objectif était de favoriser en quelque sorte le redéploiement de ces richesses vers l'intérieur du pays. Alors, il faut dire que ceci étant dit, cela est resté pratiquement au niveau du discours. On faisait beaucoup plus de l'aménagement du territoire scriptural, en fait, sur le papier, mais vraiment on n'est jamais pratiquement passé à l'acte. Il fallait attendre la fin des années 90, 99, 2000 plus exactement, j'en parlerai tout à l'heure, pour voir se créer au Maroc un ministère dédié justement à ce dossier, qui était un grand ministère d'ailleurs, le ministère de l'aménagement du territoire, de l'habitat, de l'environnement et de l'urbanisme, et qui va initier un débat national sur l'aménagement du territoire. Pour la première fois aussi dans l'histoire du Maroc, je dirais un dossier de politique publique va faire l'objet de débats entre les élus, entre les habitants, la société civile, ce qui fait que des dizaines et des dizaines d'ateliers, de forums étaient organisés sur le territoire national pour débattre des questions, essentiellement des questions locales. Et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement senti l'émergence du concept du territoire, identité locale, comme identité locale. La recomposition du territoire marocain, le Maroc est en train j'en parlerai, est en train de s'urbaniser à une vitesse extrêmement rapide. Alors, le passage, vous en avez parlé, M. Joyal, c'est qu'effectivement, jusqu'à une date récente, et même jusqu'à maintenant, c'est l'approche techniciste et sectorielle qui a prédominé dans les politiques publiques. On faisait plutôt au Maroc non pas de l'aménagement du territoire, mais de l'équipement du territoire. De l'équipement. On construisait des routes, des autoroutes, des barrages, etc. Mais jamais ces projets n'étaient articulés, jamais ne faisaient l'objet d'une vision globale et intégrée, de manière à ce qu'on puisse appeler ça aménagement du territoire. Alors, le passage d'une conception, en tout cas je vais détailler tout ça, le passage d'une conception techniciste et sectorielle vers une conception plus globale et territoriale, cela s'est traduit par la promotion de l'aménagement du territoire en département ministériel, doublé d'un secrétariat d'État au développement territorial, la création du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire en 2004, la création des agences urbaines. On a créé une série d'institutions locales ayant pour objet de gérer la chose locale, qui, tout en représentant l'État, bien sûr, tout en représentant l'État, bien sûr, ils avaient à concevoir, à mettre en place des programmes à coordonner également l'action de l'État et des collectivités locales en matière de développement local. Le passage d'une conception centralisée vers une conception décentralisée, mais concentrée, concertée et de proximité. Bien sûr, ça c'est un grand titre. Effectivement, le débat sur la décentralisation au Maroc date déjà de 1976-77. C'est vrai que des choses ont été accomplies, mais on est encore loin quand même, il faut le dire, bon, il y a un projet aujourd'hui sur la régionalisation, mais on reste quand même, le Maroc reste largement un État unitaire, un État centralisé. Alors, le SNAT, pour la première fois aussi, le Maroc va disposer d'un document de référence en matière d'aménagement du territoire qui s'appelle le schéma national d'aménagement du territoire, qui va être décliné sous forme de schémas régionaux d'aménagement du territoire, les SRAT, et puis par la suite, on va se mettre à élaborer une stratégie nationale de développement territorial
générale, une stratégie nationale de développement urbain. Alors, l'émergence également, ça c'est une nouveauté, déjà au milieu des années 90, l'émergence de politiques publiques territorialisées, notamment dans la lutte contre la pauvreté et toutes les formes de précarité sociale. Je citerai rapidement quelques programmes. Le programme d'alimentation générale en eau potable du milieu rural, le PAGER, le programme national d'électrification. Pour la première fois, on va initier des programmes d'équipement, de lutte contre la pauvreté, mais en associant aussi la population. En associant la population parce qu'auparavant, ces programmes étaient initiés, étaient conçus, étaient imposés en fait par l'État. Et souvent, par exemple pour la question des bidonvilles, le Maroc n'a pas cessé de combattre le phénomène de l'habitat insalubre, le phénomène des bidonvilles pratiquement depuis 1956. Et il se trouve qu'on s'est aperçu ces dernières années que malgré toutes les sommes d'argent qui ont été injectées pour financer des programmes de lutte contre l'habitat insalubre, le phénomène continue de s'étendre dans certaines villes. Plus grave encore, on s'est aperçu